On va passer maintenant au cancer du foie avec Jean-Pierre. Euh, Ça, c'est un travail qui a été fait en Espagne sur une cohorte de 385 patients qui avaient une cirrhose virale C, qui ont tous été traités par antiviraux directs et guéris. Et en fait, les auteurs ont voulu voir quelle était la qualité du dépistage du carcinome hépatocellulaire et voir si le suivi échographique est adéquat. Ils ont considéré que le suivi était adéquat si les patients avaient effectivement une imagerie, au moins une échographie tous les 6 mois. Donc, quand on prend l'ensemble de la cohorte, on voit que finalement, ceci n'est appliqué que chez 41% des patients, ce qui n'est pas beaucoup, et je pense que ça correspond à notre pratique. Mais surtout que si ces patients ont un antécédent d'usage de drogue ou un antécédent de maladie psychiatrique, c'est encore moins bon, puisque pour les usagers de drogue, on est à peu près à 21% de suivi échographique adéquat et 26% chez les patients qui ont des antécédents psychiatriques. Et ça sort en analyse multivariée sans surprise. Alors, ce qui est assez impressionnant dans cette série, c'est finalement, après un suivi médian d'environ 36 mois, il y a quand même 46 patients qui ont présenté un CHC, c'est-à-dire 12%, ce qui est quand même une incidence élevée. Et on voit que quand on regarde la classification BCLCC de ces patients, bah, il y en a 64% qui sont dépistés à un stade précoce, mais il y a quand même à peu près 14% qui sont dépistés à un stade avancé et 4,5% qui relèvent de soins de support. Donc, ces patients ont été suivis, ont une médiane de suivi de 28 mois après le CHC, et vous voyez que la mortalité est à 41%. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'on ne doit pas oublier de continuer à dépister le carcinome hépatocellulaire chez ces patients, qu'on doit être très vigilant chez les populations qui ne sont pas toujours les plus compliantes au suivi, car il y a un risque de non négligeable de développer un CHC. Toute la question à laquelle ne répond pas cette étude, c'est combien de temps il faut suivre ces patients par échographie. Est-ce qu'il y a un moment donné où on pourra arrêter? Et ça, c'est probablement le travail des cohortes CIRVIR et HEPATER qui nous permettront de répondre. Et enfin, pour terminer sur les tumeurs du foie, je voulais juste présenter les résultats de la combinaison trémilumab-durvalumab dans le CHC avancé. Alors, l'étude, l'abstract qui a été présenté, c'était un abstract sur la qualité de vie qui n'avait pas grand intérêt. Comme cette étude n'a été présentée qu'à la SCO-GI cette année, je pense que c'est plus intéressant de présenter les datas. Et donc, cette étude de phase 3 avec 4 bras à l'origine. Le premier bras, appelé STRIDE, qui a inclus plus de 390 malades, comportait trémilumab, qui est un anti-CTLA4 à 300 mg en une seule dose, associé à durvalumab, qui lui a été donné toutes les 4 semaines à raison de 1500 mg. Il était comparé à un bras durvalumab en monothérapie toutes les 4 semaines. Et le bras contrôle, c'était bien sûr le sorafenib à raison de 800 mg par jour. Et le quatrième bras, c'était un bras TREM Durva, mais avec des doses moins de TREM et surtout 4 doses toutes les 4 semaines. En fait, ça a été interrompu après l'analyse des études de phase 2. Quand on regarde les critères d'inclusion, c'était ceux des études de phase 3 classiques pour les CHC avancés, sauf que l'envahissement du tronc porte principal était un critère d'exclusion, il faut le retenir. Alors, si on regarde les résultats de survie globale, pour le bras STRIDE, donc la combinaison TREM, une dose Durva, 1500 mg toutes les 4 semaines, eh ben, la survie globale, médiane de survie était supérieure dans le bras STRIDE, 16,4 mois contre 13,8 mois dans le bras sorafenib, avec un hazard ratio à 0,78. Il n'y a pas photo, c'est une étude positive. Et un objectif principal secondaire de cette étude, c'était de voir si le Durva en monothérapie était non inférieur au sorafenib. Et là encore, l'hypothèse est vérifiée, puisque vous voyez que la survie médiane est de 16,16 mois contre 13,8 mois dans le bras sorafenib, avec un hazard ratio à 0,86. Donc, on peut dire que l'étude confirme.
Alors, il n'y a pas de bénéfice en termes, quand on compare de stride versus sorafenib, en termes de survie sans progression. La tolérance est excellente, il n'y a pas d'effet secondaire et les résultats qui avaient été montrés en qualité de vie montraient qu'il y avait effectivement une meilleure qualité de vie chez les patients qui étaient traités par immunothérapie et par rapport aux patients traités par sorafenib. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le durvalumab a également été évalué dans le cholangiocarcinome intrahépatique, où il était associé à une chimiothérapie par GEM6 et comparé à un bras GEM6 GEM6 seul. Et là encore, l'étude est positive avec un gain de survie significatif dans le bras Durva GEM6 par rapport à GEM6. Donc, c'est probablement une molécule, des traitements qui sont sûrement intéressants et qui nous aideront à mieux traiter les patients qui ont un CHC avancé en France. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Et donc, une nouvelle immunothérapie à notre disposition bientôt dans le CHC. On va revenir aux questions sur la cirrhose. Et j'ai 3 questions, en fait, sur la présentation que tu as faite, Dominique. La première sur l'élasticité splénique en addition à l'élasticité hépatique. C'était fait dans cette étude avec la sonde classique qu'on utilise pour faire l'élastométrie classique hépatique. Toi, tu as l'expérience de cette élastométrie splénique et qui, parmi les orateurs, a l'expérience? Alors, je crois que Victor nous dit moi, je l'ai faite, mais c'est chaud. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Comment vous faites sur le plan de l'élasticité splénique? Alors, moi, clairement, je vais apprendre parce que j'ai essayé, mon expérience n'est pas bonne, j'ai beaucoup de variabilité, mais en discutant avec Annalisa Berzigotti, qui est une des premières à l'avoir fait, et en discutant avec d'autres gens, en fait, il y a une courbe d'apprentissage qui est finalement assez rapide, mais il faut s'y mettre, quoi. Il ne faut pas être découragé parce qu'en fait, la variabilité dans les chiffres est très importante comparée à l'élasticité hépatique. Donc, il ne faut pas se décourager et il faut le faire. Si jamais ces résultats sont validés, je pense que je vais y aller. Alors après, il y a aussi des nouvelles sondes maintenant avec l'Explorer, par exemple. Donc, il va falloir voir tout ce que tout ça donne. Mais je confirme que ce n'est pas facile au début. En tout cas, ça doit être faisable puisqu'il y a des équipes qui s'y sont mises et qui le font. Mais Dominique, la variabilité, elle est liée au fait que finalement, la valeur est à 40, donc pour laquelle tu peux évidemment avoir un écart type plus important comme on a pour les valeurs du fibroscan hépatique, ou est-ce qu'elle est liée à un peu plus de difficulté? Parce qu'au bout du compte, tu mets une sonde M en intercostale comme tu le fais de l'autre côté pour le foie, non? On est complètement d'accord. C'est aussi pour ça, probablement, je n'ai pas la réponse à ta question. D'accord. C'est très possible que ce soit juste parce que c'est 40, tu vois. Oui, exactement. Non, mais par le gradient, quand tu as des valeurs hautes, le gradient, bah oui. Il y a juste que la sonde M quand même va peut-être un peu trop loin. Alors, il faut une splénomégalie quand même au départ, hein, parce que s'il n'y a pas de splénomégalie, c'est impossible de faire une mesure d'élasticité. Enfin, ça va de soi. Et il faut se méfier de la sonde M qui n'a pas la même fréquence, surtout pas la même profondeur. Et l'intérêt de la sonde splénique dédiée qui est avec le fibroscan, c'est qu'elle permet vraiment une mesure plus petite et bien dans la rate. Donc, je crois qu'il faut se faire attention aux travaux publiés avec la sonde M. On peut avoir des erreurs. Là, ce n'est pas le cas, mais il faut se méfier. Voilà. D'ailleurs, dans le papier, il n'y avait aucune… on ne donnait pas les IQR. La présentation qu'il a faite était très… Il y a des équipes très expérimentées, donc forcément qu'il faut faire attention. Tu l'as très bien dit, c'est des équipes très expérimentées. Donc attention quand on n'a pas l'habitude à ne pas aller trop vite dans les conclusions. Deuxième question à Dominique. Pour l'ammoniémie, c'est dur à doser dans les CHU. Alors en ville, est-ce qu'on doit le faire? Quelle est ta réponse par rapport à ça? Non, c'est pas dur à doser dans les CHU, en fait. Et nous, on a beaucoup travaillé sur la simplification. Hein. On a dit qu'il fallait… Excusez-moi. Merde. Je suis désolée. Donc, vous m'entendez là? Oui, on t'entend pas bien. C'est des questions directes qui sont posées sur ton téléphone. Oui. D'accord. Donc oui, c'est pas si dur. Nous, on a montré que c'était pas la peine de mettre le prélèvement sur de la glace si on l'acheminait assez rapidement. On a montré également que comme délai d'acheminement, on avait 1,75 heures, c'est-à-dire presque 2 heures, donc c'est pas énorme. Et ça peut être artériel ou veineux, donc c'est pas si compliqué à partir du moment où on s'y met. Moi, je la fais en ville. Je la fais en ville et voilà, et c'est très bien. Et je la fais en ville, l'élasticité, et ça se passe très bien. Donc voilà. Pas l'ammoniémie, pas l'élasticité. L'ammoniémie, je suis en train d'essayer d'éteindre mon téléphone en même temps. Voilà.
Troisième question, toujours pour toi, Dominique. Dans l'étude italienne sur le TIPS, en fait, le pourcentage tu l'as dit, hein, la sélection des patients plus âgés était beaucoup plus importante. Et ils ont éliminé un plus grand nombre de patients âgés qui étaient proposés au TIPS. Est-ce que tu peux dire deux mots sur cette sélection un peu plus drastique qui a été faite des candidats au TIPS? On t'a perdu, Dominique. Alors, on va peut-être poser la question à Jean. On va passer la question à Jean-Pierre, oui. Attends, moi, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Alors, la question à Jean-Pierre est la suivante. Pourquoi, dans l'étude Trémé-Durva, ils ont exclu les patients avec thrombosphore tronculaire, tumorale? Eh bien, c'était déjà je pense que c'est un facteur prédictif de mauvaise réponse et ça avait déjà été le cas de l'étude de phase 3 avec le lorlatinib où ils avaient exclu les patients avec thrombose envahissement porte principale. Et ça, c'est vraiment peut-être un bémol par rapport à l'étude, ce qui n'existait pas avec l'atezo-bev. Donc, effectivement, il faudra peut-être générer des données de vraie vie pour voir si vraiment cette combinaison, quel est l'effet de cette combinaison quand on a effectivement un envahissement du tronc porte principal. C'est toute la problématique de ces critères d'exclusion qu'il faudra corriger après avec des données de vraie vie. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à regarder le diaporama parce qu'il y a une très belle diapositive faite par Jean-Pierre sur la durée de vie sous soraténib dans la vraie vie en France et l'évolution au cours du temps qui est très intéressante. On revient à la question pour Dominique. Dominique, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette sélection des patients plus drastique pour les patients de plus de 70 ans dans l'étude sur le TIPS et les personnes âgées? Oui, forcément, hein, ça c'est une bonne question parce que c'était une étude rétrospective, donc forcément les malades ont été sélectionnés, mais c'est un petit peu ce que je disais dans le commentaire, c'est si tant est qu'on sélectionne bien les patients et on va les sélectionner mieux. Et de toute façon, c'est ce qu'on fait. Donc j'ai pas dit que le pronostic était le même dans une étude prospective, ce serait probablement pas ça. Mais après, quand on a des critères assez stricts, et maintenant on a des critères assez stricts sur le cœur et sur l'encéphalopathie, je pense qu'on peut s'en sortir. Voilà. Après, je pense qu'il y a une chose que je voudrais rajouter. En plus de la sélection avec les algorithmes, il y a la discussion avec le malade. Et il y a quel risque il est prêt à prendre. Il y a des malades qui ne supportent plus d'avoir une parasynthèse par semaine et qui disent qu'ils préfèrent mourir. Et dans ces cas-là, on va peut-être prendre plus le risque. Mais c'est vraiment. Et puis d'autres qui disent non, mais moi je suis très bien. Donc, je crois vraiment que c'est des choses qui sont assez fines et qui nécessitent vraiment le clinicien pour discuter avec le patient.